Notre prochain invité, c'est le député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qui est avec nous pour jusqu'à la fin de l'émission. D'abord, M. Généreux, je voudrais vous offrir toutes nos condoléances. Merci. Nous apprenions récemment le décès de votre mère. Merci beaucoup. On est avec vous. Dans cette, qui est originaire de Montmagny, par ailleurs. C'est une boulanger de Montmagny. Pardon? Ma mère est une boulanger de Montmagny. OK. OK. La fille d'Émile Boulanger de la rue Sainte-Marie. Alors, mes racines sont, sont de Montmagny. Oui. Absolument. Ouais. Les funérailles auront lieu le 4 mai, le 3 et 4. Le 4 mai, oui. Le 3 et 4, oui. Ouais. Alors, on est avec vous. Merci. Bernard, merci beaucoup. C'est très apprécié. Maintenant, la vie continue? Ah oui, absolument. Que voulez-vous? Ça fait partie de la vie. La mort, vous le savez, hein? Et alors, la politique, elle ne meurt jamais. Mais elle est décédée à 94 ans, quand même. 92. C'est un âge très vénérable, en fait. Ouais. Puis j'expliquais qu'elle a perdu seulement les 8 derniers jours de sa vie. Parce que tout le temps, autrement, elle était consciente, elle était présente avec nous autres. Mais même la dernière fois que vous êtes venu en entrevue. Ben oui, parce qu'elle avait... On avait pris des nouvelles. Elle avait refait un sursaut, là, puis... mais elle a eu une vie absolument extraordinaire, bien remplie, très impliquée. D'ailleurs, plusieurs connaissent probablement la Société Saint-Jean-Baptiste, où elle a travaillé pendant plus de 25 ans, et où elle a fondé avec mon père, Henri Généreux, tout le réseau des sociétés locales qui appelaient à l'époque, dans toutes les municipalités qui aujourd'hui représentent mon territoire de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Donc, ils ont formé, il y avait les secrétaires locaux qui appelaient, donc tous ces gens-là étaient interreliés. Vous savez, la Société Jean-Baptiste, c'était une forme de compagnie, c'est une compagnie d'assurance, en fait, là, où il y avait des montants d'assurance pour les plus démunis. Ça coûtait un petit montant, puis on s'assurait que ces gens-là puissent avoir un montant pour les funérailles, ces choses-là. Donc, ça a été leur implication en tant que couple, en tant que mari et femme. Là, mes parents ont travaillé énormément durant plusieurs années dans ce mouvement-là. Et puis ma mère a été impliquée bénévolement dans la bibliothèque. La Fondation Bouchard à la Pocatière est l'œuvre et l'idée de ma mère, en fait, qui a été partagée avec d'autres de ses parents collègues. Puis à ce moment-là, ils ont créé la Fondation Bouchard au nom de M. Bouchard, qui était le fondateur de Motoski à la Pocatière à l'époque. Donc, c'est toute elle qui avait comme initié ça. Donc, elle n'a jamais voulu recevoir d'honneur pour ça, de son vivant. Alors, je peux vous dire, elle va en avoir probablement de façon posthume. Elle ne pourra pas s'objecter. Elle ne pourra pas s'objecter. Vous dites qu'elle est originaire de Montmagny, mais vous, est-ce que vous êtes originaire de Montmagny? Je suis né à la Pocatière. Ma mère était déjà rendue à la Pocatière à ce moment-là. Elle a rencontré mon père parce qu'il se voisinait de Montmagny et la Pocatière. Mon père, il s'est marié, il avait 39 ans. Ma mère en avait 23. Alors, et puis ils ont eu 8 enfants en 11 ans. Fait qu'ils n'ont pas niaisé, là, on va dire. Okay. Mais ça, puis moi, je suis arrivé, je suis l'avant-dernier. Alors, on était à la Pocatière. J'ai d'ailleurs inauguré la chambre, si je ne m'abuse, c'est 203 ou 103, je ne me souviens plus, à l'hôpital à la Pocatière. Donc, c'était un nouvel hôpital en 62, ça venait d'être construit. Et j'ai inauguré une chambre là, quand je suis né. Et ma mère est décédée, elle, au 3e étage du même hôpital. Donc, avec des soins extraordinaires qu'on a reçus. D'ailleurs, quand on parle des soins restent ici à la Pocatière, là, quand on veut que nos hôpitaux régionaux demeurent, je l'ai constaté par moi-même, là, la qualité des services qu'on a et l'importance d'avoir ce réseau hospitalier dans nos régions, c'est phénoménal, puis c'est vraiment essentiel d'avoir ça. On n'est pas concerné, tant qu'on n'est pas là. C'est ça, on n'est pas... On ne va pas à l'hôpital pour faire un tour. Là, je veux dire, c'est pas comme aller, on va faire, je sais pas moi, on va au centre d'achat. On va à l'hôpital quand on a besoin d'aller là. Mais quand on a besoin d'y aller, qu'on a besoin d'avoir les services, c'est essentiel d'avoir des équipements-là. Autant celui de Montmagny, Rivière-du-Loup, la Pocatière. Malgré que la Pocatière est un petit hôpital, il en demeure pas moins qui dessert une grande population. Et c'est essentiel d'avoir ces Puis je sais que Marie-Ève Proulx travaille très, très fort actuellement pour s'assurer d'éviter les découvertures de services. C'est ce qu'on vit actuellement. Hein. Vous savez que c'est pas évident de trouver des médecins pour les régions, etc. Mais on a un groupe de médecins très, très, très fort et très solidaire à la Pocatière, par ailleurs. Et je pense qu'on peut continuer. Puis je suis convaincu que Marie-Ève va trouver des solutions avec le gouvernement du Québec pour s'assurer qu'on puisse maintenir les services qu'on a à la Pocatière et même les augmenter. Justement, en parlant de ce dossier-là, ça se passe comment actuellement? Là? En fait, il y a des... Vous savez, pour faire tourner, c'est un gros bateau, hein, le 6 du Bas-Saint-Laurent, là, dans lequel on fait partie, comme celui de Chaudière-Appalaches. C'est des gros navires, puis
on ne fait pas tourner ça comme on veut dans 5 minutes, là. Mais les démarches qui ont été entamées par Mme Proulx vont porter fruit, j'en suis convaincu. Puis elle le fait dans le respect des gens qui ont créé les soins restent ici, nos soins restent ici à la Pocatière. Ils ont formé un comité, ils travaillent ensemble pour s'assurer, justement, avec le CIS du Bas-Saint-Laurent et la ministre, Mme McCann, pour s'assurer qu'on peut se trouver des solutions. Mais je suis convaincu qu'on va trouver des solutions. Il faut absolument trouver des solutions. Encore une fois, la santé, écoute, puis j'ai encore appris qu'un de mes amis, là, le cancer, là, donc il faut absolument que la cancer, c'est une priorité. Quand on regarde en politique, là, quels que soient les enjeux à lesquels on touche, la santé vient toujours en premier. Oui, de temps en temps, l'économie, mais de façon générale, la santé, c'est la priorité numéro 1 de tout individu, de tout être humain. Bernard, on fait quoi? Absolument, on ne fait rien. On ne peut pas. C'est absolument. Puis moi, je le vis actuellement. Mon épouse est en arrêt de travail. C'est la santé mentale. Puis ça aussi, il faut absolument qu'on s'assure d'avoir les services de proximité pour ces services-là. C'est en vieillissant, inévitablement, puis en plus que la population québécoise est bas-laurentienne, est une des plus vieillissantes au Canada. Donc, la région de Québec et Chaudière-Appalaches, on est un petit peu moins touché parce qu'on a la ville de Québec dans cette région-là. Donc, ça fait que... Mais le Bas-Saint-Laurent, là, à partir de la Pocatière, on est la région, sinon la plus vieillissante au Canada, une des plus vieillissantes. Donc, on a absolument besoin de ces services-là. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. Puis, on va en trouver, je suis convaincu. C'est une année difficile. Oui, très. Sincèrement, oui. Là, en plus, un hiver très difficile, là, en tout cas. Mais bon, on va passer au travers. Là. Mais j'ai été entouré de plein de monde. On a trouvé des services, autant pour mon épouse que pour ma mère, au moment où on a eu besoin. Il faut toujours réaliser, Bernard, parce que c'est ce que vous nous faites réaliser ce matin. On a toujours le politicien, mais derrière, on a une vie privée. Ah oui, absolument, mais on n'est pas à l'abri de ça, là. On n'est pas à l'abri de ça du tout. Ça fait partie de nos vies. Maintenant, les dossiers techniques des passeports. Oui, on revient. C'est quand exactement? C'est le 27. C'est la fin de semaine prochaine. 26, 27, 28 avril. Et le 28 avril, ce sera ici à Montmagny. Donc, toujours à la MRC. C'est extrêmement apprécié. On en fait pratiquement 200 à chaque fois. Là. Donc, les gens apprécient. On s'en fait parler régulièrement. Et d'ailleurs, les gens ont réalisé qu'on était en mesure de les accompagner à nos bureaux. Donc, les gens peuvent venir à n'importe quel moment pour faire des passeports. Pas besoin d'attendre les cliniques nécessairement, mais avec les cliniques, c'est le fun. Les bénévoles sont là. Ça se fait mais moi, je suis allé. J'en ai profité de ces cliniques de passeports-là. Tu as bien aimé ça, je pense. Parce que ça a l'air tellement compliqué de demander un passeport. Oui, c'est ça. Et pourtant, votre équipe nous simplifie tellement les choses. Tout à fait moi, j'ai vraiment apprécié. Il y a des bénévoles absolument incroyables. Puis, tous les gens, mes employés aussi, là, on a pris de l'expérience. Évidemment, ça va être ça fait 3 ans qu'on les fait. Là. Je pense que ça va être autour de la 15e qu'on fait, ou la 12e, quelque chose comme ça, là, 12, 13, 14. Là. Donc, écoute, c'est extrêmement apprécié. Puis l'expérience qu'on a pris avec les années a fait en sorte que maintenant, on fait ça dans un temps record. Là. Donc, ça prend vraiment pas de temps. Il y a un roulement. Là. Des fois, les gens arrivent et on dit « Oh mon Dieu, la salle est pleine », mais c'est pas long. Là. Donc, les dates, c'est le 28 à Montmagny? Le 28 à Montmagny. Le 26 à Rivière-du-Loup, le 27 à Sainte-Perpétue, en haut de Saint-Jean-Port-Joli, et le 28 à Montmagny. OK. Ouais. Donc, le 28, j'avise déjà les gens, le 28, je ne serai malheureusement pas là parce qu'on a un congrès à Victoriaville le 28. Donc, et je dois retourner pour Ottawa de toute façon. Oui, mon équipe est là, il n'y a pas de problème. Bon. Il faut bien en parler puisque ça fait partie d'un dossier tellement important. Toute cette histoire. Regardez, on va, comme le temps passe un peu rapidement, là, on va prendre une pause, vous laisser prendre votre respire. Et on va parler de cette histoire de SNC-Lavalin. Bon. On ne peut pas passer à côté. Ça va me faire plaisir d'en parler. Toute cette histoire qui entoure actuellement M. Trudeau. Alors, on en parle dans quelques instants. On revient dans quelques minutes avec notre invité Bernard Généreux, notre député fédéral. Je reviens avec notre invité Bernard Généreux, notre député fédéral. Maintenant, le dossier SNC. Mm-hmm. Tout un dossier. Oui, absolument. En fait, ce dossier-là origine du fait que SNC est en cours, ou sera bientôt en cours, ou sera accusé pour des malversations qui ont été faites en 2001 et 2011. Bon, on est rendu en 2019. C'est quoi le rapport avec le gouvernement actuel? C'est que le gouvernement actuel a voulu faire en sorte de mettre une nouvelle loi en vigueur
dans lequel il y aurait eu un accord de réparation potentiel pour SNC-Lavalin ou pour toute autre entreprise qui aurait eu des inconduites dans le passé, puis pour éviter un procès, puis on s'entend que c'est des grandes entreprises, donc pour éviter un procès, on aurait cet accord de réparation-là, comme ça se fait dans d'autres pays d'ailleurs, aurait permis à SNC-Lavalin d'y avoir accès potentiellement et de pouvoir éviter un procès. Donc, d'éviter aussi une perte de légitimité à travers le monde, puis d'avoir accès à des contrats, même ici, même au Canada. Le problème, c'est que le gouvernement du Canada, le colonel M. Trudeau, ont décidé de mettre ce changement législatif-là à l'intérieur de la loi sur le budget de l'année dernière. Et donc, ils ont camouflé ça dans un bill omnibus qui avait dit qu'il n'en ferait plus, en passant, de 600 pages. Et là, on s'est rendu compte qu'à l'automne, en fait, la vérificatrice générale, pas la vérificatrice générale, pardon, l'avocate principale du gouvernement a décidé, après consultation auprès des avocats du gouvernement, que la loi qui avait été mise à l'intérieur de la loi sur le budget n'était pas appropriée. En fait, SNC-Lavalin ne pouvait pas cadrer à l'intérieur de cette loi-là parce qu'ils étaient déjà en cours. En tout cas, ils avaient déjà été accusés. Donc, le gouvernement, l'avocat du principal, la ministre de la Justice, en fait, qui était l'avocat principal du gouvernement, Mme Wilson-Raybould, a décidé que parce que les avocats du gouvernement avaient décidé qu'ils n'étaient pas admissibles, de ne pas changer leur décision. Et c'était sa prérogative de le faire. Maintenant, suite à ça, le gouvernement a mis de la pression, de toute évidence. On a toutes les preuves que le gouvernement a mis de la pression, incluant le premier ministre, son secrétaire parlementaire, son secrétaire privé, le premier fonctionnaire de l'État, M. Walnick. Écoute, toute une multitude de gens ont essayé pendant 4 mois de mettre de la pression pour la faire changer d'idée. Ça, selon la loi au Canada, on vient d'enfreindre la loi de venir faire de la pression indue politiquement sur je cherche le nom, là, j'ai oublié le nom de son poste exact, mais en anglais, on dit l'Attorney General, c'est l'avocat général, si on veut, là, et la procureure générale. On n'a pas le droit, la politique n'a pas le droit de venir s'ingérer. C'est parce que si on permet de faire ça, on va permettre à un individu qui peut à la fois être le premier ministre ou un autre individu politiquement impliqué d'aller dire à quelqu'un, à l'Attorney General, d'aller lui dire « Non, eux autres, là, tu vas leur permettre de passer à côté de la loi. Eux autres, non, il faut qu'ils fassent face à la loi. » Il y a juste une loi au Canada. Et il faut absolument que ça demeure il faut absolument que ça demeure comme c'est là. Ça ne peut pas être un choix politique de décider si une entreprise ou un individu pourra ou ne pourra pas faire face à la loi. Sinon, ça va être une république de bananes totale, puis on voit ça dans les pays africains, ça n'a aucun espèce de bon sens. Il faut que la loi, le respect de la loi et la politique soient totalement détachés l'un de l'autre. Ce que M. Trudeau a fait, c'est d'attacher les deux ensemble en voulant mettre de la pression sur la procureure générale pour qu'elle prenne une décision différente que celle qu'elle avait prise, et c'était son rôle de le prendre. Alors, c'est pour ça que tout ça a éclaté. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons mis ça au jour, c'est le Globe and Mail à Toronto qui a mis ça au jour parce qu'ils ont eu de l'information privilégiée d'une source X qui a fait en sorte qu'ils ont découvert ce poteau rose-là. Et là, ça a parti depuis le 7 février jusqu'à encore aujourd'hui. On pose des questions à tous les jours encore en Chambre des communes. Jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 3 mois bientôt. Et le gouvernement a tout fait. Ils ont fermé les comités de la justice, les enquêtes qui ont été commandées, le comité de l'éthique, même affaire. Ils font tout pour essayer que la vérité sorte. Alors, notre rôle, puis je comprends les gens qui sont écœurés d'en entendre parler. Bien, parce que pendant ce temps-là, les dossiers avancent pas. Il y a d'autres dossiers qui avancent, là, mais au-delà de ça, c'est que la vie continue. Politiquement, la vie continue. Oui. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne peut pas. Puis ceux qui ont soufflé sur les braises depuis 3 mois, c'est le Parti libéral lui-même. C'est même pas nous autres.
Il nous donne du jus à toutes les semaines, puis à tous les jours. La démission de 4 personnes dans l'entourage du premier ministre, c'est incroyable quand on y pense. Avec Mme Rebold, leur carrière politique va se faire à l'intérieur d'un autre parti politique. Ils ont été mis dehors de chez les libéraux. Ils pourraient aller chez il y a une nouvelle à matin qui dirait qu'ils vont aller peut-être sur l'NPD ou le Parti vert. Mais ça, c'est leur choix personnel de décider de faire de la politique. Premièrement, Mme Philpott, elle est médecin. Elle est médecin à Vancouver. Les médecins à Vancouver, ils gagnent 1 million par année. Quand tu es député, tu gagnes 175 000 $ par année. Elle ne fait pas ça pour gagner de l'argent, là. Dans son cas, elle ne fait pas ça pour gagner de l'argent. C'est pas avec ça qu'elle va être riche. Elle se fait par conviction, puis elle a démissionné par conviction. Elle dit qu'elle ne pouvait absolument pas supporter son gouvernement dans les décisions qu'ils ont prises pour cacher cette affaire-là. Tout ce que M. Trudeau avait à faire, c'était de faire un projet de loi indépendant de son projet de loi sur le budget, de le mener en chambre, qu'on en discute en chambre, qu'on en discute au comité de la justice. Commission majoritaire, ça a rapporté. Ben oui. Ça aurait été fini, puis on n'aurait pas parlé. Là, le nouveau procureur général, M. Lametti de Montréal, qui est un ancien professeur de McGill, c'est lui maintenant le procureur général au Canada. Là, imaginez-vous, s'il s'en va donner un accord de réparation, qu'est-ce qu'ils pensent que les Canadiens vont penser? Ils vont penser que le premier ministre s'en est mêlé pour lui donner d'ordre. Je veux dire, déjà en partant, il part avec les 3 prises au bâton. Là. Fait que ils se sont mis dans une situation totalement inacceptable en premier lieu, puis intenable. Alors, puis 4 personnes qui... Si M. Bott, son secrétaire général, de démissionner, puis qu'il n'avait rien fait de mal, voulez-vous bien me dire pourquoi il a démissionné? Tu sais, je veux dire... en tout cas... Le temps passe rapidement, là, oui. Mais... Andrew Scheer qui a demandé la démission de M. Trudeau. Oui. Il y a eu une mise en demeure envoyée par Trudeau. C'est une autre affaire. Ça fait 2 semaines qu'on a dit, come on, let's go. On est prêts, nous autres, à l'encours, pas de problème. Mais c'est juste bon pour vous autres, parce que les sondages... Mais il n'ira jamais. Je peux vous dire tout de suite, il n'ira jamais. Il exécutera jamais. C'est pour nous faire taire. Il exécutera jamais sa mise en demeure. Parce que si on va en cours, là, il ne contrôle plus le terrain, là. Au Parlement, il contrôle le terrain parce qu'ils sont majoritaires dans les comités, là. Puis en Chambre. Mais autrement que ça, là, s'il s'en va en cours, là, il va falloir que lui aille dire pourquoi il va falloir qu'il aille dire la vérité. Mais je peux vous garantir qu'il ne veut pas dire la vérité. Donc, tout ça est favorable. En quelques secondes, tout ça est favorable pour le Parti Écoutez, c'est pas nous autres qui l'a demandé. C'est eux autres qui l'ont provoqué. Écoutez, les sondages le démontrent également. Mes sondages, il faut faire attention. Il y avait un article la semaine dernière qui disait que fini la lune de miel pour M. Trudeau. Ah, ça, c'est fini, ça fait longtemps. Mais il y en a même pas moins que Sunny Ways, là, les voies ensoleillées, là, il m'a dit une affaire, se sont assombries pour à peu près. Là. La campagne électorale va être très intéressante. Oui. On termine. Implication 10e relais pour la vie de Rivière-du-Loup. Oui. La campagne de financement de la Chapelle-du-Quai à Rivière-Ouelle. Rapidement, vous avez à peu près une 60aine de secondes. OK, je suis président d'honneur de ces 2 événements-là. En fait, le relais pour la vie, il y en a un à l'Apocatière. Dans mon comté, là, c'est l'Apocatière et Rivière-du-Loup qui en ont. L'Apocatière, depuis 8 ans, Rivière-du-Loup, c'est un relais où les gens se mettent en équipe, puis on se relaie pendant toute une nuit, pendant 12 heures pour marcher. Donc, de 7 h le soir à 7 h le matin. Donc, les gens sont invités à s'inscrire ou juste à venir faire un tour. On allume des luminaires. C'est vraiment une soirée extraordinaire. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je participe, mais de façon individuelle, pas en équipe, mais c'est pas aussi possible de le faire de façon individuelle. On ramasse des fonds pour la Société canadienne du cancer. C'est des centaines de milliers de dollars qui sont ramassés à chaque année. Donc, c'est une cause extrêmement incroyablement importante. La Chapelle-du-Quai à Rivière-Ouelle, c'est un monument patrimonial. Donc, on a une petite collecte de fonds qu'on fait pour 50 000 $ pour ramasser des sous pour refaire l'aménagement et surtout la rendre admissible pour les personnes handicapées. Donc, c'est une autre chose importante aussi au niveau de l'accessibilité des lieux publics. Donc, je m'implique dans ça. Campagne de financement, 50 000 $. En tout cas, on s'essaye, là. Je veux dire. Merci, Bernard. On vous souhaite une joyeuse Pâques. Merci beaucoup à vous ici, à vous, évidemment, à tout. Puis je t'entendais parler de la cathédrale de Paris, de Notre-Dame de Paris. C'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé là. En tout cas, mais plusieurs personnes sont en train de donner des centaines de millions de dollars. Alors, ça va aller en reconstruction, c'est certain. C'est une bonne nouvelle. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.